Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui une rencontre enregistrée jeudi 25 janvier 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec la journaliste italienne d'investigation Stefania Morizzi à l'occasion de la publication aux éditions Agone de l'affaire Wikileaks, médias indépendants, censure et crimes d'État, en dialogue avec Jean-Pierre Crémou de l'association Les Amis du Monde Diplomatique et en présence de la traductrice du livre, Laure Mistral. Merci à la librairie d'organiser cette rencontre qui est absolument passionnante. Et puis on ne va pas perdre de temps parce que je vous avoue que c'est extrêmement dense. C'est une affaire, cette affaire Wikileaks qui est quelque chose de sidérant par tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que ce livre-là mérite d'être lu, même si on a déjà vu ou lu d'autres médias sur l'affaire Wikileaks et sur Julian Assange. Alors, Stefania Morizzi, vous êtes journaliste d'investigation. Et à ce titre, vous êtes toujours intéressé à la protection des sources. C'est un point essentiel dans Wikileaks, la protection des sources, parce que beaucoup de lanceurs d'alerte sont rapidement mis en danger quand ils ne s'adressent pas au bon endroit. En Italie, vous travaillez pour La Repubblica, L'Espresso et Il Fatto Quotidiano. I work for La Repubblica e L'Espresso for 14 years. Stefania a travaillé pour La Repubblica et l'Espresso et elle a quitté La Repubblica pour pouvoir se consacrer totalement à son enquête sur ce qui s'est passé autour de Wikileaks. Oui, vous avez aussi contribué à valider les documents publiés par Wikileaks, puisqu'il y a des travaux de validation, tout n'est pas nécessairement mis en ligne. Et ce que vous venez de dire, pendant plus de 10 ans, vous avez retracé dans votre travail d'enquête la persécution de Julian Assange, mais aussi d'autres journalistes et lanceurs d'alerte. Il n'y a pas que Julian Assange, c'est quand même effectivement le plus connu. Vous avez aussi remporté des prix, le prix européen du journalisme d'investigation et judiciaire, la Colombe d'or des archives du désarmement et la bourse Armenais de Harvard. Voilà, pour rappeler. Alors, le livre commence par un avant-propos de Ken Loach. Il est suivi par une préface de Serge Halimi. Et l'avant-propos de Ken Loach, je le trouve assez significatif. Voici un livre qui devrait vous mettre très en colère. C'est une histoire de journalistes emprisonnés et soumis à un traitement d'une intolérable cruauté pour avoir dénoncé des crimes de guerre de politiciens britanniques et américains déterminés à l'anéantir et de médias complices pour passer cette monstrueuse injustice sous silence. Ken Loach. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler le fonctionnement de Wikileaks, les mécanismes par lesquels il assure la protection des lanceurs d'alerte et comment vous-même êtes entré dans l'organisation et quel rôle vous y avez joué? Yes, thank you. Thank you to you and thank you to this bookshop, Ombre Blanche. I apologize because my French is too bad, so I can only speak in English. Alors, donc Stefania est désolée de ne pas s'adresser à vous en français. Donc elle raconte qu'en 2008, jusqu'en 2008, elle était journaliste d'investigation, comme elle l'est toujours aujourd'hui, et qu'un jour, elle a eu un contact avec une source, et il se trouve que cette source ne s'est pas présentée. Le problème des sources et des lanceurs d'alerte, c'est qu'il faut qu'ils trouvent justement le bon interlocuteur, qui soit protégé, parce qu'ils peuvent leur vie peut être en danger s'ils donnent des renseignements sur la mafia ou ils peuvent perdre leur travail. Voilà, donc c'est quelque chose de très important pour des journalistes comme Stefania. When one of my sources did not come to our appointment, I realized that I needed to protect her. I needed to protect sources because in these days technology is donc, le jour où Stefania devait rencontrer cette source et qui ne s'est pas présentée, à ce moment-là, elle s'est mise à se renseigner sur les moyens de protéger les sources. Bon, elle montrait un exemple, l'exemple du téléphone, qu'on retrouve aussi avec l'ordinateur dans le film d'Oliver Stone sur Edward Snowden, ça c'est moi qui l'ajoute. C'est-à-dire que la petite caméra qui est en haut du téléphone peut très bien vous filmer alors que vous pensez à autre chose. L'idée de sauvegarder la vie privée
est quelque chose d'essentiel dans le travail de Stefania, la vie privée étant non pas la vie secrète, mais une vie que vous ne voulez partager qu'avec certaines personnes. So it was in 2008 when that source basically didn't. Le jour où, toujours ce jour-là, elle a pris conscience qu'elle devait protéger ses sources, ses moyens d'échanger avec ses sources, parce que même en 2008, la plupart des rédactions des grands journaux ne pensaient pas à rencontrer leurs sources autrement qu'en envoyant un message ou en téléphonant ou par mail. Ce sont des moyens qui sont très facilement We still keep using meeting in person. And these techniques, ce que nous allons voir par la suite, on va voir que justement Wikileaks s'est aperçu que les géants de Google et compagnie ont un contrat avec la CIA pour fournir l'accès à leurs serveurs de données. So in 2008, there was only one media organization using this thing which is called cryptography. You use cryptography. You don't know, but you use cryptography. You use WhatsApp. And WhatsApp is encrypted. It means that only you and the person who received your message can read it. People who is in the middle and try to access your messages cannot get the message because it's protected by cryptography. So you use cryptography when you buy on eBay, when you buy from the internet. You don't go to the bank. You do it from your home. You do home banking. You can do it because you have cryptography. You don't know, but you use cryptography. So one of the methods to protect sources is to use cryptography. Stefania a compris que pour protéger ses sources, elle devait faire appel à la cryptographie. Alors c'est un moyen d'empêcher que quelqu'un d'autre lise les messages. Vous l'avez sur WhatsApp. Quand vous achetez un objet sur eBay, c'est du crypto-banking, si on veut. Donc à l'époque, en 2008, quand Stefania s'est renseignée pour améliorer ses contacts avec ses sources, il n'existait qu'une seule et toute petite organisation qui s'appelait Wikileaks, qui était née en octobre 2006. Et donc, elle a essayé d'en savoir plus sur eux. So I wanted to learn from them how to use this cryptography. I want to meet them. They were mysterious people. I wanted to understand who they were, how they work, and I wanted to learn from them. Because I didn't know how to do it. I had studied cryptography because before going to journalism, I got a degree in mathematics. So I knew this concept of cryptography. Elle voulait utiliser la cryptographie, un domaine sur lequel elle s'était un peu penchée pendant ses études. Et donc, il fallait qu'elle rencontre Wikileaks pour en savoir davantage. And I remember that they were mysterious. Donc elle voulait établir un contact, mais comment faire, puisque personne ne savait vraiment qui ils étaient, ni comment les contacter, à part effectivement Julian Assange et puis le porte-parole de l'époque. C'était une organisation très mystérieuse. So I look at their website. They had a website and they published. Elle est allée regarder le site de Wikileaks. Et sur ce site, Wikileaks publie des documents que les lanceurs d'alerte leur envoient. Et en l'occurrence, elle a vu un document qui correspondait au manuel des règles et des procédures de la force opérationnelle de Guantanamo. Bon, Guantanamo, vous savez ce que c'est. Ça a été créé par George Bush un mois après le 11 septembre pour incarcérer des personnes dans des conditions qui sont totalement contraires au droit international. Et puis ce manuel, en l'occurrence, avait été demandé par plein d'organisations et qui n'avaient jamais réussi à l'obtenir. Donc Stefania était quand même étonnée de le trouver sur Wikileaks. Many organizations, many media, many newspapers, many organizations for human rights wanted that. De nombreux journaux, de nombreux médias, organisations, ONG, etc. avaient demandé ces règles d'engagement, puisque Guantanamo, personne ne savait ce qui se passait à l'époque à l'intérieur de Guantanamo. Les premières horreurs qui s'y passaient ont été révélées en 2008, si ça commençait, il y avait des choses qui étaient sorties. Bon, bref. Et puis surtout, Stefania était très impressionnée que Wikileaks ait
pu obtenir ce document, mais là où elle était encore plus impressionnée, c'était que le Pentagone, s'étant aperçu que Wikileaks avait obtenu un document pareil, leur avait dit vous retirez tout de suite ce document de votre site, sinon ça va mal se passer. Et Wikileaks avait dit non, on ne retire rien. Donc Stefania était également très impressionnée par leur courage. Yes, they were very courageous. And after the 9/11, à l'époque, donc peu de temps après le 11 septembre, enfin même quelques années après le 11 septembre, les journaux, les médias se tenaient à carreau. En général, ils se contentaient de répéter ce que la CIA, ce que d'autres instances étatiques ou politiques leur disaient d'écrire, sans chercher plus loin, soit par naïveté, soit par peur. Complicity. Yeah. Ou complicité. So, to finish how I got in touch, I established the first contacts with them, and one night, in the middle of the night, my phone rang, and I was told, "We are WikiLeaks." I was in the middle of the night, I was sleeping, and I was trying to understand what was going on. I wake up, "We are WikiLeaks, you have an hour." Stéphanie a commencé à désespérer d'arriver à les contacter. Quand, un jour, une nuit, donc en pleine nuit, elle reçoit un appel téléphonique du porte-parole de Wikileaks lui demandant de regarder un document qu'on a envoyé à Wikileaks pour qu'elle fasse un travail de journalistique classique, mais en même temps que beaucoup de journalistes ne font pas. C'était un document audio de plusieurs heures, elle devait l'écouter et puis essayer de faire des recoupements pour voir si le document était authentique et si c'était pas un faux. Donc elle devait se dépêcher de télécharger le document parce qu'au bout d'une heure, il le retirait pour que personne ne tombe dessus. Le document montrait les liens du gouvernement italien avec la mafia, notamment autour de la question des déchets à Naples. And that was the first time I worked on their documents. And Stéphania a fait donc son travail. Je fais un petit détour pour dire Wikileaks s'appelle le partenaire médiatique. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Mais l'idée, c'était que Wikileaks confiait une partie des documents qu'il recevait pour que les journalistes de grande rédaction puissent faire des vérifications, comme ils l'ont fait avec Stéphania, et qu'ils le publient sur leur propre journal. Et après, une fois le document publié sur ce journal, il réapparaît ensuite sur le site de Wikileaks. Donc Stéphania s'est engagée là-dedans. Elle a continué à travailler, donc elle fait partie de Wikileaks, mais elle travaille en tant que journaliste liée à Wikileaks. Et depuis qu'elle a travaillé, depuis 2008, elle n'a pas cessé de travailler sur les documents que recevait Wikileaks. Elle n'a jamais été inquiétée, en tout cas pas très gravement. Mais Julian Assange, de son côté, depuis cette date, ou depuis 2010 à peu près, il n'a jamais pu sortir de prisons diverses. Je vais reprendre très rapidement cet historique que vous venez de citer, c'est-à-dire Wikileaks a été créé par Julian Assange en 2006 avec une dizaine d'activistes. D'accord ? Dès 2007, c'est les premières révélations dont on vient de parler sur les États-Unis en guerre. Donc c'est l'affaire de Guantanamo, c'est aussi l'affaire de la bataille de Fallujah avec tous les mensonges de Donald Rumsfeld à l'époque, sur les bombes utilisées, etc. C'est en 2008 une affaire qui a aussi défrayé la chronique, c'était l'affaire de la banque suisse Julius Baer, qui était un grand protégé du Vatican et qui a été finalement complètement mis sur la touche parce qu'il y avait des détournements fiscaux, mais aussi du blanchiment d'argent sur cette banque-là. Il y a eu les Bibles secrètes de la scientologie qui ont été publiées, alors, parce que là aussi il y a des choses pas possibles qui ont été publiées par Wikileaks. Je ne rentre pas dans le détail parce que sinon on va y passer la soirée. Et donc en 2009, cette affaire de la mafia et des déchets dans la ville de Naples, donc, où il y avait des collusions entre la mafia et les partis politiques. Et puis arrive l'année 2010. Alors l'année 2010, c'est la publication des fameux Collateral Murders. C'est les fameux assassinats des journalistes de Reuters à partir d'un hélicoptère avec deux militaires qui tirent à vue et la vidéo où ils rigolent allègrement, tiens, et puis les autres ils vont passer dessus. Enfin, c'est assez abominable cette vidéo. La CIA a essayé de la censurer, etc. auprès de Reuters. Mais en fait, non, cette vidéo a été aussi un élément extrêmement important dans le fait que Wikileaks soit connu un peu, parce que vous avez vu que c'est très court, les délais, c'est en 3-4 ans, et tout le monde ne connaissait pas Wikileaks. Cette affaire-là a quand même été très, très révélatrice. Du coup, dès le mois de juin 2010, le Pentagone crée une Wikileaks Task Force.
120 personnes affectées. Ça veut dire quoi? Essayer de contrer Wikileaks dès le départ. Dans la même année, en juillet, c'est l'arrestation de Bradley Manning. Alors Bradley Manning, je dis rapidement, Bradley Manning, il a été arrêté non pas parce que Wikileaks l'a planté, mais parce que c'était quelqu'un de fragile et qui lui-même est allé parler à des journalistes en direct. Et donc, il a été facile de retrouver Manning de cette manière-là. C'est pas par Wikileaks qu'il a été trahi. En l'occurrence, les grands journaux, à ce moment-là, se sont emparés des journaux de guerre afghans en juillet, puis irakiens en octobre. C'est les grands journaux, c'est New York Times, The Guardian, Der Spiegel, qui donc ont parlé de toutes ces affaires de journaux de guerre. Et dès le mois d'octobre, c'est l'amiral Mike Mullen qui déclare que Wikileaks a du sang sur les mains. Et c'est en juillet, et le New York Times relaye cette assertion dès le mois d'octobre. C'était le premier argument qu'ils ont trouvé pour contrer ce travail journalistique, c'est d'expliquer qu'il y avait du sang sur les mains, alors qu'ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit. Et que Wikileaks a toujours nié, parce qu'en fait, ils ne diffusent pas les documents bruts, ils sont toujours retravaillés par des journalistes comme Stéphania pour être présentés. Donc je fais vite pour avancer sur le sujet, parce que justement, cette année 2010, elle est critique puisque c'est de août à septembre, c'est la fameuse affaire suédoise. Alors, ce serait intéressant que vous nous redisiez qui sont les plaignantes, parce que si on écrit tout le travail de Wikileaks, on va pas s'assurer. Qui sont les plaignantes AA et SW dans le livre, elles sont dédiées par des initiales. Que pensez-vous du rôle ambigu de la procureure? Alors, c'est la procureure suédoise Marianne Ny dans toute cette affaire. Et une autre question, je n'ai pas trouvé la réponse aussi, c'est pourquoi Julian Assange était à Londres au mois de décembre. Parce qu'être à Londres, c'est quand même l'annexe des États-Unis, c'était un petit peu se mettre dans la gueule du loup. Donc, pourquoi juste en décembre? On va reprendre son parcours peut-être entre... As soon as Julian and WikiLeaks started publishing the secret documents about the war in Afghanistan, à partir du moment, pour revenir sur un des documents qu'a transmis Bradley Manning à Wikileaks, donc les journaux de guerre afghans puis les journaux de guerre irakiens, c'était des pièces extraordinaires parce que c'était des comptes rendus que des soldats devaient rédiger après chaque événement, que ce soit un enlèvement, un accident, un mort. Tous les jours, ils devaient écrire des comptes rendus. Et ces documents-là, notamment, ont été donnés par Bradley Manning à Wikileaks. C'était extraordinaire de voir, en comparant ce que disaient les documents et ce que disait la propagande officielle du gouvernement américain ou italien ou français ou les journaux qui relayaient cette propagande. C'était vraiment la première fois qu'un lecteur lambda qui s'intéresse à la question pouvait faire un travail lui-même de vérification. C'est très instructif. Not even 4 weeks. WikiLeaks had 4 semaines après la parution des journaux de guerre afghans, une affaire éclate. Julian Assange était en Suède pour intervenir, donner une conférence, et il se trouve que 2 jeunes femmes vont au commissariat de police pour dire on a eu des relations sexuelles avec Julian Assange et on veut le soumettre à un test, pour voir si, voilà. Bon, les choses se compliquent très bizarrement, c'est-à-dire qu'une des jeunes femmes s'en va avant de signer la déclaration et la déposition est signée justement par un des policiers qu'elle était venue consulter. Donc déjà, il y a des choses assez étranges. Alors, l'affaire est lancée. 2 jours après, la procureure qui était en charge de l'enquête dit bon, en fait, il n'y a pas vraiment de quoi l'accuser. Puis, quelques jours plus tard, une nouvelle procureure intervient pour dire ah mais si il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à faire, il y a eu viol, attouchement sexuel, etc. Sauf que cette affaire, en tout cas déjà, il aurait fallu interroger Assange pour lui demander sa version des faits, mais cette simple démarche, c'est-à-dire demander à Assange de donner sa version des faits, n'a pu être faite que 7 ans après, pour des raisons diverses, notamment parce qu'il était à ce moment-là en Angleterre et que la procureure Mariani ne voulait pas se rendre en Angleterre alors qu'elle avait tout à fait la possibilité de le faire. Et pourquoi Julian Assange ne voulait pas retourner en Suède, c'est qu'il avait peur d'être extradé aux États-Unis. Yes, and the reason why his lawyers had told him you should stay in London and have the prosecutors question you in London, because if you go to Sweden,
La raison pour laquelle il est resté en Angleterre alors que cette affaire prenait de l'ampleur, c'est que son avocat lui a dit, en Suède, c'est un pays qui n'a pas une grande puissance, qui va certainement plier devant les exigences des États-Unis. La Grande-Bretagne, malgré les liens qu'ils ont avec les États-Unis, il y a une justice qui est quand même un peu plus solide, tu auras peut-être plus d'appui et tu auras moins de risques de partir aux États-Unis. Juste après le 11 septembre, la Suède avait livré aux États-Unis un ressortissant avec la condition qu'il ne soit pas renvoyé en Égypte, et le type en question avait été renvoyé en Égypte et torturé. Et donc, Assange avait parlé de cette affaire et il était conscient que son avocat avait raison. Dans le même temps, en 2010, plutôt on est toujours en 2010, il avait été sacré homme de l'année par la rédaction du Monde. Il était aussi à la une du Time. Donc, il se rend effectivement à la justice britannique à la demande des autorités suédoises. Ça, c'est le 7 décembre 2010. Et à ce moment-là, ou à la même époque pratiquement, sont sorties la fameuse affaire des télégrammes diplomatiques. Dans les télégrammes diplomatiques, et là, on rentre déjà dans une des formes d'attaque. Là, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur cette affaire-là, parce que les attaques dont se multiplient contre Wikileaks, en particulier ce mot de passe des télégrammes diplomatiques est révélé par des journalistes du Guardian et publié par Der Freitag. Alors ça a été un gros problème, parce que ça veut dire que les documents cryptés étaient accessibles, ces fameux documents cryptés des télégrammes. Le livre précise que Wikileaks a essayé de prévenir l'administration américaine en particulier, mais ils n'ont pas été écoutés là-dessus. D'accord. À cette époque-là aussi, c'est 2011, c'est le blocus total financier de l'organisation. C'est-à-dire tous les comptes Visa, Mastercard, PayPal, American, ce que vous voulez, tout était bloqué. Ils n'avaient plus accès à aucun fonds et surtout pas de possibilité de recevoir des soutiens. Et dans la foulée, donc 2012, c'est aussi la publication des documents de Stratford. Ils n'ont pas arrêté pour autant, c'est assez courageux. Stratford, qui est une société de renseignement américaine, et donc je continue là-dessus, c'est parce que la Suède avait demandé l'extradition aux autorités britanniques qu'ils se réfugient à l'ambassade d'Équateur en août 2012. Voilà. Alors, là-dessus, je vais revenir donc sur cette enquête que vous avez menée, qui est absolument impressionnante, parce que vous avez appelé ça la bataille du FOIA. Alors, FOIA, c'est Freedom of Information en anglais. Ça veut dire la loi d'accès à l'information, qui est une loi américaine basée sur le principe que les administrations sont obligées de transmettre les documents à quiconque en fait la demande, quelle que soit sa nationalité. Alors, dans cette affaire-là, en théorie, c'est très, très bien. Sauf que vous pouvez rappeler peut-être les obstructions au déroulement de l'enquête suédoise, dues en particulier au Crown Prosecution Service en Grande-Bretagne et en Suède. C'est-à-dire qu'en théorie, oui, tous les documents sont accessibles, administratifs, sauf que ça n'a pas été le cas. I understand a bit French, so I can understand. So Julian ended up in this sex case in Sweden, and it was the most strange investigation I have ever seen in my profession as a journalist, because when you have a strong case, the prosecutor, the magistrate, immediately questioned the person under investigation, collected the evidence, put him on trial if they have evidence. Stéphania a commencé son enquête sur les événements, les procédures juridiques entourant Assange. Bon, elle dit que c'est quand même un travail, une enquête qui est particulièrement étrange, parce que d'habitude, un juge d'instruction, comme Mariani, commence par interroger le suspect, collecte les preuves, et puis après, l'affaire se poursuit. Or là, pendant 7 ans, elle n'était même pas venue interroger le suspect. Et quand Stéphania en a parlé à un juge d'instruction italien, il lui dit c'est quand même très étrange. Des fois, je vais au Brésil, je prends l'avion pour aller au Brésil pour aller interroger un gars de la mafia là-bas. Et là, elle ne veut pas prendre un avion pour 2 heures pour aller interroger Assange. Depuis 7 ans, c'est quand même extraordinaire. Donc, Stéphania s'est mise à enquêter de plus près. The first thing I did was to ask the documents about this case to the Swedish prosecutors. And it was incredible because they are very good when it comes to government transparency. Sweden has transparency laws which goes back to 1776. So they gave me incredible documents at the beginning.
Stevena a commencé par demander les pièces de l'affaire au parquet suédois, qui en principe est à une législation très transparente depuis fort longtemps. Et en recevant ce premier dossier, Stevena s'est aperçu que en fait, c'est le parquet britannique qui avait conseillé à la juge d'instruction suédoise de ne pas venir interroger le suspect à Londres pour différentes raisons. En faisant cela, le parquet britannique laissait pourrir la situation, dire que tout le monde continuait sur des allégations sur lesquelles ne s'était même pas exprimé le principal intéressé. Tout le monde l'accusait d'être un violeur, alors que rien n'avait été fait. Donc, il ne pouvait même pas se défendre, il ne pouvait même pas être condamné si on trouvait qu'il était condamné. Ça restait en suspens, comme ça, pendant des années. Ça fait partie d'un désir de détruire Wikileaks par la calomnie, entre autres. Il y a d'autres moyens, il y a la mise en danger des sources, comme on l'a vu. Mais ça, le fait de discréditer les membres de Wikileaks, c'est un argument particulièrement important dans la lutte contre Wikileaks des États. En 2013, donc, arrive le nouvel événement qui est la publication des révélations d'Edward Snowden, qui était donc informaticien, je crois, à la NSA, qui fait un bruit terrible aux États-Unis. Alors, Snowden, qui était, je crois, à Hawaï, s'est réfugié à Hong Kong. Et c'est en fait une des journalistes de Wikileaks, Sarah Harrison, qui l'a pris en charge et qui l'a exfiltré dans l'idée d'aller dans un pays qui lui offrait le droit d'asile, et c'était plutôt vers l'Amérique latine. Mais son vol passait par la Russie, donc il s'est arrêté en Russie, et à partir de là, il y a eu la fameuse histoire du détournement de l'avion présidentiel de Evo Morales, le président de Bolivie, qui a été interdit de survol par la France et l'Italie, et qui donc a été obligé de se poser à Vienne, avec une fouille à l'intérieur de l'avion, mais pas de bol, si je puis dire. Snowden ne s'y trouvait pas. Et donc Snowden, il est resté en Russie, où il a obtenu l'asile temporaire, et depuis, je ne sais pas quel est son statut, mais je crois de toute façon, il est toujours là-bas. Dans le même temps, c'est Bradley Manning, devenu Chelsea Manning, puisqu'il y a eu un changement de genre pendant qu'elle était en prison, et condamné à 35 ans. 2014, il y a un événement important, c'est le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui fait savoir aux autorités suédoises et britanniques qu'une plainte a été déposée concernant la situation de Julian Assange. Je continue, 2015, grâce à Snowden et Wikileaks, Libération et Mediapart, en France, publient la preuve de l'espionnage par la NSA de Chirac, Sarkozy et Hollande entre 2006 et 2012. Ainsi qu'un mois après, celui de Angela Merkel. 2016, le groupe de travail des Nations Unies qualifie d'arbitraire la détention d'Assange. Je saute des choses. À ce moment-là, c'est la fameuse publication des courriers professionnels de Hillary Clinton et des courriers internes du Parti démocrate montrant la manipulation des primaires au détriment de Bernie Sanders. Et puis aussi du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. L'accès à Internet dans l'ambassade d'Équateur est bloqué pour Julian Assange. Pendant sa campagne, à ce moment-là, Trump déclarait « J'adore Wikileaks ». Donc c'est les côtés républicains et côté démocrates. Les démocrates, eux, ils ont dénoncé le fameux Russiagate. Alors Russiagate, dont un des éléments fondamentaux, c'était de dire que Trump a été mis en place ou tenu par les Russes, puisque Poutine possédait des sex tapes de Trump dans des hôtels à Moscou où il était passé. Ça, c'est le Russiagate. Donc, vous voyez le lien qui pouvait être fait au niveau médiatique entre les révélations de Mediapart sur Clinton, les affaires de Trump. Voilà. C'est toute cette affaire-là qui est assez tordue. Alors, on arrive à la fin de la présidence d'Obama, qui gracie Chelsea Manning dans les derniers jours. Après, elle a fait 7 années de détention. Par contre, Washington attend qu'elle témoigne contre Wikileaks dans le grand jury qui est une instance américaine qui se réunit en Virginie, qui statue sur des possibilités de poursuite. Alors, pour mémoire, je saute un peu, mais on va y revenir après. Trump, lui, quand il clôt sa campagne en 2020, il la clora par 2 décisions historiques. Il gracie 4 mercenaires de la société militaire privée Blackwater, responsable du massacre de la place Nisour à Bagdad. Par contre, il a refusé la clémence à Julian Assange et à Edward Snowden. Là, une question, en s'attaquant aux 2 grands partis américains et à toutes les agences de renseignement, Julian Assange n'a-t-il pas pris un trop grand risque ou bien croyait-il encore à sa libération à cette époque-là? Julian Assange realized that he was risking his life.
Absolutely. This is why he and the WikiLeaks journalists, because he didn't do it completely alone, of course. It is a media organization, so many people work on these revelations. And they realized the risk. They realized that they were risking their lives. That's why they are extraordinarily courageous. That's why Chelsea Manning was extraordinarily courageous. She could have just ignored what she had seen. Quand Chelsea Manning a pris la décision de transmettre à WikiLeaks des fichiers qu'elle avait en sa possession en tant qu'analyste du gouvernement américain, elle aurait très bien pu se dire « je ne regarde pas, qui se débrouille, moi je suis jeune, j'ai 30 ans, je vais faire ma vie ». Et pareil pour Edward Snowden, il aurait pu très bien se détourner et dire « bon, je ne sais pas à moi de faire ça ». Or, ces personnes ont eu le courage de faire ça. Et je pense que quand vous recevez des documents pareils et que vous avez décidé de monter une entreprise pareille que celle de WikiLeaks, il faut le faire. Il faut le faire. Mais ça demande un courage extraordinaire. Ils savaient ce qu'ils risquaient. Hein. Dès le début, on lit où on peut entendre des déclarations d'Assange ou de Snowden dans leur mémoire, disant on savait ce qu'on risquait. On savait même qu'on pouvait y passer parce que WikiLeaks au début n'était pas très connu. Ils auraient pu disparaître de la circulation. Alors, en 2017, il y a la publication de Vault 7. Vault 7, ce sont des documents sur les cyberarmes américaines de la CIA. Hein, donc, là aussi, ça fait du bruit. Et le ministère de la Justice américain fait de l'arrestation d'Assange une priorité nationale. À ce moment-là, Marianne Nick classe sans suite le dossier d'allégation de viol et le mandat d'arrêt européen est levé. Les Américains émettent une plainte au pénal et transmettent sous scellé une demande d'arrestation par voie diplomatique. Dans le même temps, Julian Assange est naturalisé équatorien par Rafael Correa. Ça, c'est en décembre. 2018, le tribunal d'instance de Westminster maintient le mandat d'arrêt, alors qu'il n'y a plus de poursuite normalement, sauf Lénine Moreno, c'est le successeur de Correa, trahit ses promesses de campagne, renoue avec Washington et restreint les libertés de Julian Assange au sein de l'ambassade. The Guardian, pour sa part, publie un article sur une supposée visite à l'ambassade d'Équateur de Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Trump, et de certains Russes. On est toujours dans le Russia Gate, d'accord ? Ça reste en novembre. Donc, dans cette ambassade, et en matière de trahison, là on va parler de Moreno, mais vous mettez en lumière aussi, c'est une chose très peu connue, et parce que ça a été dévoilé plus tard, je crois, le rôle de la société de vigile UC Global, et de son patron David Morales. Alors, c'était une société de vigile espagnole embauchée par l'ambassade d'Espagne pour assurer la sécurité de l'ambassade et de Julian Assange en principe. Pouvez-vous nous commenter leurs actions à l'ambassade de l'Équateur ? Parce que là aussi, c'est vraiment une véritable histoire d'espionnage. Yeah. So first of all, I want to say that the article by The Guardian saying that one of the person who was most close to Trump has never ever proved as genuine. There is no evidence whatsoever. There were cameras everywhere. There was a diary with all the names of people visiting Julian. Sur la calomnie publiée dans The Guardian au sujet de la visite de Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Trump à Assange, on peut vite vérifier que c'est une calomnie dans le sens où l'ambassade était entourée de caméras, où le registre aurait pu ne pas signer le registre des visiteurs, mais on ne pouvait pas passer, même ne serait-ce que passer 30 secondes devant l'ambassade d'Équateur sans être pris par une caméra. Donc, ça fait partie des nombreuses calomnies transportées par la presse. That article is false. Please translate. Cet article est faux. Voilà. Absolutely false. Anyway, there was this company inside the embassy. Cette entreprise de surveillance malencontreusement utilisée par l'ambassade d'Équateur était en fait là pour espionner toutes les activités d'Assange, de son équipe juridique qui venait lui rendre visite, de sa compagne qui venait lui rendre visite. Quand Assange demandait si les caméras qui étaient partout dans la pièce étaient muettes, enregistraient les discussions assez stratégiques de
l'équipe de Wikileaks sur les prochains articles à publier. On lui a répété non, elles sont juste là pour filmer les événements, ce qui se passe et tout. Et en fait, quelques temps après, on s'est aperçu que la compagnie UC Global espionnait pour le compte des États-Unis et prenait en photo tous les documents, tous les passeports, tous les téléphones portables et voilà. I want to tell you what happened one time. I realized that my phone had problems. People was calling me, but I had no call on my phone. People was sending me emails. I had no emails from them. And they were asking me, why don't you reply? Because I have nothing. Then no one was believing me that I had these problems with my mobiles, internet, and so on. Stefania s'est rendu compte d'un problème avec son téléphone parce que pendant 3-4 jours, elle ne recevait pas ses mails, elle ne recevait pas ses messages et elle a fini par comprendre que l'entreprise UC Global avait ouvert son téléphone en deux pour prendre des données. We think it was UC Global, the company inside the embassy. We think so. And there are people who work for this company and who are protected witnesses. They live under protection, and they had cette entreprise de surveillance avait été payée par la CIA pour surveiller notamment, mais aussi exécuter des projets éventuellement d'assassinat d'Assange ou de kidnapping. Et c'est grâce à 2 employés qui ne voulaient pas aller aussi loin dans la criminalité, qui ont fini par avouer ce qui s'était passé, qui sont maintenant des témoins protégés, que la chose s'est sue. I want to tell you why this case is so important. This is a man, and these are il faut insister sur le fait que c'est quand même un homme qui a pris des risques pour révéler des secrets d'État, des tortures, des crimes de guerre dans nombre de démocraties. Et il se retrouve en prison, enfin il se retrouve enfermé en tout cas depuis 2010. Et il vit dans des conditions terribles. And those who committed these crimes, or, les gens, les criminels de guerre, les bourreaux qui ont torturé des innocents, eux vivent leur vie bien tranquille, alors que leurs crimes sont écrits noir sur blanc dans nombre de journaux. La personne que vous citiez, les personnes qui ont été graciées par George Bush, sont les responsables d'un massacre en Irak. Donc tous ces gens, eux, peuvent voir leur famille, vivre leur vie, alors que Julian Assange a dû se marier en prison. Vous écoutez la journaliste Stefania Morizzi, autrice du livre « L'affaire Wikileaks, médias indépendants, censure et crimes d'État », édition Agone, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 25 janvier 2024. Donc effectivement, on a bien compris la stratégie qui s'est mise en place autour sûrement du Pentagone, etc. C'est donc faire croire d'abord que Wikileaks était dangereux, mettait en péril la vie de personne. Ça n'a jamais été démontré nulle part. C'était seulement des allégations. Il s'agissait surtout de détruire son image en niant sa qualité de journaliste et en le ramenant à un violeur narcissique et un hacker criminel à la solde de Moscou. Donc, pour continuer la chronologie, 2019, il est déchu de sa nationalité équatorienne et il est exfiltré de force de l'ambassade par des policiers britanniques et enfermé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est toujours à ce moment. Et dans le même temps, le procureur Robert Mueller, aux États-Unis, dément le fameux Russiagate, ainsi que l'implication éventuelle de Wikileaks. C'est-à-dire que tout ça, c'était des fake news. Et ça a été publié dans la presse américaine. Ça a été publié dans la presse américaine, mais très peu, ça le monde diplomatique l'avait signalé, très peu, en France, on n'en a pas parlé. Toutes ces histoires de Russiagate, de sextape de Trump, d'autres histoires liées à cette affaire-là, ça a été démonté par un procureur américain, mais aucun écho chez nous, ou très peu. Donc, l'opinion publique en général est toujours dans ce que l'on leur a mis dans la tête. Il faut signaler toutefois
qu'entre-temps, il y a Nils Metzer. Nils Metzer était, puisqu'il s'est retiré maintenant, rapporteur spécial des Nations Unies pour la torture. Et avec 2 experts indépendants, ils ont diagnostiqué une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses typiques de la torture psychologique. Ça, c'est en 2019. Et dans son rapport publié en novembre, il précise que l'exposition continue de M. Assange à l'arbitraire et aux abus pourrait lui coûter la vie. Nils Metzer a publié aussi l'affaire Assange, histoire d'une persécution politique, qui est parue aux éditions Critiques en 2022. Vous pourrez sûrement le trouver dans les bonnes librairies aussi, qui complète le travail de Stéphania. En mai, c'est la réincarcération de Chelsea Manning, mai 2019, qui a refusé de témoigner contre Wikileaks au grand jury, et inculpation par les Américains de Assange de 17 chefs d'accusation fondés sur l'Espionnage Act, qui sont des lois américaines qui datent de la guerre de 14. En 2020, nouvelle libération de Chelsea Manning avec une amende énorme. En 2021, c'est le refus, alors c'est les derniers non, pas tout à fait. Le tribunal britannique a refusé, dans un premier temps, la demande d'extradition et de remise en liberté pour raison de santé en janvier. L'administration Biden, bien sûr, a fait appel en février. Et la Haute Cour de justice a toutefois approuvé l'extradition en décembre. C'est la sortie du documentaire, certains l'ont sans doute vu, Hacking Justice de Julian Assange en novembre. En 2022, les avocats sont autorisés à saisir la Cour suprême en janvier. La requête est rejetée en mars. L'Assemblée nationale française, puisqu'il y avait une proposition là-dessus, refuse d'accorder le droit d'asile à Julian Assange. Et le Bundestag fait un petit geste quand même, puisqu'il vote une résolution pour condamner la torture psychologique contre Assange. Alors, on va peut-être s'arrêter avec cette dernière question et après on passera au débat. Pouvez-vous nous préciser quels sont les derniers éléments de l'affaire en 2023 et 2024 ? En particulier, le recours possible auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et aussi qui sont les autres journalistes qui sont actuellement poursuivis par la vindicte américaine. Now on February 20 and 21 February, Julian will have the last chance to appeal to the UK, to the British High Court. And if his appeal is rejected, he has no other option on the British soil. He only has an option, the European Court of Human Rights. So his only option not to be put in prison for life is the European Court of Human Rights. And let's hope he will win at the European Court of Human Rights. Let's hope. If he gets extradited to the United States, it will be his death. Physical, mental, moral death. He has no chance whatsoever to win the trial in the United States. Why he has no chance to win the trial? Because this law, the Espionage Act, which goes back to the First World War, it was introduced to fight, to silence people who were against the United States entering. Là, ce qui se dessine, c'est que la Haute Cour britannique va donner le rendu du dernier appel que Assange et ses défenseurs ont lancé. Si il rejette cet appel, il reste la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, il faut vraiment croiser les doigts pour que ça marche, parce que sinon, il n'y a aucune chance. Si vous voulez, l'Espionnage Act, c'est une loi donc, qui date de la Première Guerre mondiale, qui met sur le même plan les espions, ceux qui vendent des secrets de l'État à des pays ennemis, et les lanceurs d'alerte qui disent, ben voilà, les gens qui travaillent pour l'intérêt collectif, l'intérêt public, qui disent, ben voilà, il faut que les citoyens qui payent leurs impôts sachent que leur État, leur pays torture des gens à l'étranger ou même ici, etc. Donc il n'a plus la résistance physique et psychique de se battre à nouveau, parce que ça fait des années qu'il se bat, et là-bas, il risque 175 ans de prison. Donc bon, il est mort, quoi. Déjà, il est mal en point parce qu'il a été brisé par des années d'incarcération. Donc, Stéphania parlait d'un prix Nobel de la paix argentin qui disait, bon voilà, moi j'ai failli mourir sous la dictature argentine, et ce qui m'a sauvé finalement, c'était que des gens se sont mobilisés pour moi.
et lui-même se mobilise pour Julian Assange. Si on laisse passer ça, si on ne se mobilise pas, les États-Unis ou les autres États qui sont contre Wikileaks pourront se dire, ça y est, on a laissé pourrir l'affaire, plus personne n'en parle, plus personne n'y pense, donc c'est bon, il va pouvoir mourir dans son coin sans que personne réagisse. Mais si les gens se mobilisent pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord contre ce traitement d'un innocent qui a fait son travail, ça peut éventuellement sauver. And last answer to his question, he said, who are the others who could be arrested as he was? Other journalists at WikiLeaks. D'autres journalistes de WikiLeaks ont eu maille à partie avec les autorités américaines. Certains se sont retrouvés fouillés dans les aéroports où les autorités américaines ont demandé à Google que leur compte soit livré, tout leur courrier, etc. Mais ils n'ont pas vécu la même répression que Julian Assange. Mais ce que montre le cas d'Assange, le message que ça donne, que les autorités américaines veulent donner aux autres journalistes, c'est: vous l'avez vu, lui? Vous avez vu ce qu'il s'est pris? Alors surtout, ne vous en mêlez pas, ne commencez pas à faire comme lui, parce que vous risquez gros. Et c'est aussi un message qu'il nous adresse à nous, que les États nous adressent à nous. Cherchez pas à savoir ce que fait l'État dans votre dos, l'État, le gouvernement, l'armée, etc. Parce que, nos petits secrets, on s'en débrouille, vous n'avez pas besoin de les connaître. C'est quand même important. Ne cherchez pas à savoir si tel citoyen qui était votre voisin se retrouve envoyé à Guantanamo ou je ne sais où parce qu'il n'a pas le nom qu'il fallait ou la tête qu'il fallait, et alors qu'il avait rien à voir avec telle histoire. Wikileaks, de son côté, a tout fait pour révéler des arrestations arbitraires, des cas de violence arbitraire. Il est à son tour soumis à ces incarcérations arbitraires et à ces violences arbitraires. C'est très très important pour nous de continuer à les soutenir et à soutenir ce type de journalisme. Merci pour cet exposé. On va peut-être passer au débat. Je recommande effectivement de lire le livre parce que c'est beaucoup plus complet encore que ce qu'on peut faire en une soirée, et c'est absolument sidérant quand on découvre tous les tenants de l'affaire. Oui. Et c'est très bien expliqué. C'est la lecture est thriller. Voilà, c'est comme un thriller. On dirait un roman d'espionnage, effectivement. Voilà, non, mais c'est vrai en plus. It is based on 15 years of journalistic work. Oui, Stéphania a travaillé quand même pendant 15 ans de manière assez intensive. Alors bon, elle a traité d'autres affaires aussi, mais elle a consacré 15 ans à son enquête. C'est une enquête de longue durée et beaucoup à vos frais aussi. Oui, et qu'elle a payé de sa poche la plupart du temps avant de faire appel à des crowdfunding. Vous parlez de se mobiliser, puisque la Cour internationale des droits de l'homme, c'est la dernière chance. Mais comment peut-on pratiquement se mobiliser? Moi, je ne suis sur aucun réseau social parce que justement, j'ai refusé ces systèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se mobiliser? Parce que les manifestations, ça ne sert à rien, puisque on voit bien qu'il peut y avoir des manifestations, aucun changement, même pour notre propre pays. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement et efficacement? Thank you for your question. I can tell you that protests are not useless. And let me tell you, I obtained documents fighting to get this documentation about the case, which provide evidence that the US is monitoring all protests, these protests. So they are concerned that the public opinion mobilize. You might think it is useful, and they are concerned that people wake up and say, what's happening here? They are putting in prison a journalist for life for revealing war crime, and the war criminals and the torture don't go to prison. So the United States and Britain, because they are working to put him in prison, they are concerned about people waking up and say, we have to do sit-in, les manifs, effectivement, on a l'impression que ça ne marche pas, mais ils sont quand même très, très, États-Unis ou d'autres États, ou la Grande-Bretagne, sont quand même sensibles aux manifestations de l'opinion. Et s'ils s'aperçoivent que les gens refusent de laisser passer cette injustice monstrueuse, ils vont quand même être un peu empêchés. Montrer qu'on sait ce qui se passe et qu'on sait ce que magouillent les États, le montrer soit par des manifs, soit par je sais pas, donner des prix, écrire à des parlementaires, à nos députés, pour demander que lui soit donné la citoyenneté d'honneur ou le tel prix de la liberté. Plus on montre qu'on est au courant
qu'on ne le lâche pas par différents actes qui se voient, ça finit par faire boule de neige et par retenir les États d'aller plus loin dans leur enterrement de première classe. Rome lui a donné la citoyenneté d'honneur. Je ne sais pas, vous pouvez demander au maire de Toulouse de donner la citoyenneté d'honneur. Ça paraît très symbolique comme ça, mais c'est vrai que c'est le principe d'Amnesty International, c'est d'écrire un tyran qui garde prisonnier un journaliste ou un innocent. C'est ce que disait le prix Nobel. Il faut montrer qu'on est au courant et qu'on ne laissera pas passer. Même si vous et moi, on ne peut rien contre le gouvernement américain ou anglais, on ne va pas non plus intenter des procès au parquet des pays étrangers comme a fait Stéphania. Mais le fait qu'il y ait une mobilisation, ça finit par avoir des effets. Il y a aussi un collectif, c'est le collectif de soutien à Julian Assange, si vous êtes, qui peut vous donner des dates ou des actions à faire. Eh bien, écoutez, déjà, je voudrais faire remarquer votre propre courage, déjà d'avoir écrit ce livre, ce n'est pas rien, et je trouve que c'est un témoignage énorme. Et je voudrais savoir dans combien de langues il est traduit actuellement. Est-ce uniquement en français? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont être intéressés par ce livre? So, thank you. Well, I don't think I'm courageous. I'm a journalist. I have to say, Julian has experienced serious problem. He has lost his freedom. They want to kill him. The CIA had plans to kill him, to poison him. The poison is always, something mysterious. If you send a killer, you realize that he has been killed. Poison, you don't know, maybe something happened. It's more mysterious. In my case, I was never threatened. I experienced intimidation. Yes, I experienced intimidation. You go to the hotel, you realize there is someone waiting for you. And they call you, Dr. Maurizi, who you are. I've seen you on the TV. No, you haven't seen me. It's not possible that you recognize me because I was on the TV 2 times in 2 years. So you can, who you are, who sent you. And it has happened me several times. Or they physically attack me in Rome and stole important documents. And when I went to Stéphania vous remercie du compliment, mais elle estime qu'elle n'est pas courageuse dans la mesure où elle-même n'a pas... elle a été agressée une fois, elle a volé son sac à Rome, et quand elle a porté plainte, elle n'a jamais reçu de nouvelles par la suite. Et elle a subi des tentatives d'intimidation dans son hôtel ou ailleurs, des gens qui l'appelaient, qui lui disaient Dr Morizzi, qui êtes-vous? Bon, il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été tentées contre elle, mais bon, elle n'a pas subi ce qu'ont subi d'autres journalistes Wikileaks, ni Julian Assange. C'est vrai que si on vivait dans une dictature, on pourrait avoir un pistolet contre sa tempe assez rapidement. Comme on est censé être dans une démocratie, d'autres moyens sont utilisés comme justement la procédure judiciaire et ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'elle a aussi fait en sorte que son livre soit parfaitement inattaquable. Tout est sourcé, toutes les sources sont données à la fin de l'ouvrage dès qu'elle avance quelque chose, et pour qu'elle ne pas pouvoir être attaquée en justice elle-même, et puis pour que vous aussi puissiez vérifier le bien fondé de ces affirmations. Voilà, donc le livre est paru en italien, a été traduit en anglais, puis en français. Il est question qu'il soit traduit en espagnol et peut-être en albanais. Pour l'instant, c'est en suspens. Je reprends la parole très rapidement. Ce que je vais vous dire, peut paraître paradoxal, mais j'ai relativement confiance en l'opinion publique américaine. Est-ce que là-bas, il y a des mouvements qui réclament une justice pour Assange? Parce que la mayonnaise peut prendre aux États-Unis. Ça peut paraître paradoxal. Est-ce que votre livre sera publié là-bas? Est-ce qu'il se passe quelque chose aux États-Unis? There is a small debate. The debate is in Europe. Europe is very active in reacting to this injustice because
We have tried to keep the debate alive. Le débat se fait essentiellement en Europe et aux États-Unis, il risque d'être complètement isolé. L'opinion publique, apparemment, l'a oublié ou est passée à d'autres préoccupations. La presse ne veut pas en parler. Comme il a montré que les médias, pas tous, mais beaucoup de médias faisaient mal leur boulot, étaient au pied des gouvernements, les journalistes le détestent. Ou alors ils ont peur de leur direction. La machine judiciaire est contre lui. Donc s'il n'y a pas l'opinion publique, il va se retrouver à l'isolement. Il ne pourra même pas parler, faire un toc-toc sur le mur à un autre prisonnier. C'est la technique d'isolement total. When you expose the crimes of this level of power, the highest level of power, you realize that this power is not accountable to the law. These people are untouchable. Let me tell you what happened in Italy. After the 9/11, the CIA went to Italy and kidnapped a man in Milan in the middle of the day in front of everyone. We were one of the countries where these things happen. In Milan, in the middle of the day, at noon, they kidnap a man, they put him in a van, and they brought him to Egypt, and they torture him brutally. Our prosecutors immediately were able to identify the CIA agents, all of them, and they put them on trial, and they gave them a final sentence. We were the only country in the world who did it. The only country in the world who gave this CIA 26 people. They were complicit with the Italian intelligence services. And our prosecutor gave them a final sentence, and we were the only country in the world. And journalists were coming to Italy and trying to understand how this kidnapping worked, because it was secret. But these people never went to prison. Our president of La Repubblica, the president of the Italian state, even gave some of them pardon. They never went to prison. So even when you have the best prosecutors, even when you have the best laws, and we had independent judges, they resisted pressure, and they gave them 9 years, 10 years in jail. These people never went to prison. Why? Pour vous dire à quel point les très hautes sphères du pouvoir sont intouchables, des cas diplomatiques ont révélé le cas, par exemple, d'un citoyen qui a été arrêté en plein jour par la CIA à Milan à midi, embarqué dans une fourgonnette. Il se trouve que l'Italie a de bons juges d'instruction, de bons procureurs qui ont enquêté, qui ont fini par retrouver les gars de la CIA. Qui ont réussi à intenter un procès. C'est le seul pays qui a réussi à faire ça, en l'occurrence. Et puis, le président de la République italienne a donné le pardon à ces gars-là parce qu'ils subissaient une pression des États-Unis. Donc, ces gens-là sont au-dessus des lois, jusqu'à un certain point, mais les très hautes sphères y échappent. Donc, que peut faire un homme seul, comme Julian Assange, face à un système judiciaire ou un pouvoir d'État qui n'est pas contré par l'opinion publique? C'est le problème. Bonsoir. Je voulais parler de sa défense. Du coup, qu'est-ce qu'il compte dire au moment de faire appel? Quelle va être sa défense? Est-ce qu'il aura des gens pour le défendre? Il me semble qu'il y a Juan Branco, non, qui est son avocat en France. Est-ce qu'il va y avoir des avocats et quelle sera sa défense? He has very good lawyers. These lawyers are lawyers who have defended us against the worst thing that. Oui, il a une très bonne. Wikileaks a une très bonne équipe d'avocats qui est organisée par Balthazar Garzón. On l'a connu à l'époque où il était juge d'instruction et il voulait extrader Pinochet, qui s'est retrouvé en Angleterre. Il voulait l'extrader en Espagne pour un crime qu'il avait commis contre un citoyen espagnol pendant la dictature. Bon, ça n'a pas marché, mais parce que à cause du gouvernement anglais qui faisait des gentillesses à Pinochet, en l'occurrence Margaret Thatcher. Bon, il a
a aussi Gareth Pierce, qui était une grande avocate qui a défendu des cas d'injustice notoire contre des Irlandais qui étaient accusés d'être fait partie de l'IRA, qui a aussi œuvré notamment parce qu'à une époque, le gouvernement britannique voulait ouvrir une espèce de Guantanamo en Europe, une prison où ne sont pas respectées les lois internationales concernant la détention de prisonniers. Mais bon, apparemment, d'après ce que dit Stéphania, les États-Unis risquent de ne pas respecter, de se débrouiller pour faire un procès à huis clos, genre de procès militaire, un procès à huis clos. Mais même sans aller jusque-là, pendant le procès qui a eu lieu sur l'extradition d'Assange, qui s'est déroulé en Angleterre, les témoins de l'accusation avaient plus de temps de parole que les témoins de la défense. Le problème, c'est que les juges sont très souvent, certains sont très proches du pouvoir. Là, c'était le cas. Il y a eu plusieurs cas d'incrimination d'Assange et WikiLeaks par des juges qui étaient en conflit d'intérêts. Elle en parle dans son livre aussi. Oui, bonsoir. Oui, ça fait un peu les États-Unis contre Assange. Est-ce que WikiLeaks a fait aussi passer des documents sur d'autres pays? Est-ce qu'il y a eu, notamment la Russie, la Chine? Oui. Parce que je pense que malheureusement, toutes les armées du monde... Yeah, I want to reply because many people ask why only documents about the United States. Actually, there are documents about China, there are documents about Syria under Assad, and the documents on Russia, the cables, basically describe Russia as a mafia state. Quand on regarde ce qu'a publié WikiLeaks, on s'aperçoit qu'il y a des documents qui révèlent des choses en Chine, qui révèlent des choses sur la Russie, notamment que c'est un État mafieux, en tout cas qui fait faire ses basses œuvres par la mafia. Il y a des documents sur la Syrie, quand ils dénoncent les méfaits dans la guerre d'Irak et d'Afghanistan, ils dénoncent aussi ce que font les talibans, ce que font les autres pays qui se battent aux côtés des États-Unis. Si je peux rajouter aussi quelque chose, dans la préface qu'il a écrite, Serge Halimi dit, voilà, vous êtes en guerre contre Poutine comme Navalny, ce qui est très bien, vous êtes en guerre contre le régime dictatorial en Iran, c'est très bien, on vous donne le Nobel, on ne veut pas savoir qui vous êtes, pourtant Navalny, ce n'est pas non plus un démocrate tout à fait évident, mais si vous dénoncez ce que font les démocraties dans lesquelles on vit, là, on cherche votre peau. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il faut dénoncer tout le monde. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Merci à Stéphania. Thank you. Merci à Thank Laure. Je voudrais remercier la traductrice. Thank you so much. And I hope we will win this fight, this big fight. Thank you. Il s'agissait d'une rencontre avec la journaliste italienne Stefania Morizzi, enregistrée jeudi 25 janvier 2024 à la librairie Ombre Blanche, autour de son livre « L'affaire Wikileaks, médias indépendants, censure et crimes d'État » paru chez Agone. Les propos de Stefania Morizzi étaient traduits par Laure Mistral, également traductrice de l'ouvrage. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.